8h. Sur Europe 1 et bonjour Alain Finkielkraut. Bonjour Sonia Mabrouk. En préambule, permettez-moi de vous dire combien nous sommes heureux de vous retrouver après la période difficile que vous avez traversée. On vous souhaite une bonne santé. Nous sommes très sensibles à votre présence ce matin avec les auditeurs d'Europe 1 pour analyser, Alain Finkielkraut, ce qui secoue notre... Offensif parce qu'il n'a pas fait allusion à l'arme nucléaire et aussi parce qu'il disait vouloir éviter à tout prix une guerre mondiale. Il n'empêche, l'opération militaire spéciale, comme il dit, menée par la Russie en Ukraine, est une guerre sale qui s'appuie sur une propagande abjecte. Guerre sale, pourquoi ? Les bombardements et les frappes aériennes ne visent qu'exceptionnellement les positions militaires de l'Ukraine. Ces bombardements et ces frappes aériennes ont pour cible des écoles, des hôpitaux, des gares, des théâtres et des villes entières. Toute guerre n'est pas criminelle, celle-là l'est intégralement. Et j'ajoute, en effet, qu'elle s'appuie sur une propagande abjecte. Vladimir Poutine et ses relais dans les médias nazifient à tout va. Le gouvernement ukrainien est nazi, l'Ukraine entière est nazie, l'OTAN est infestée de nazis, l'Occident lui-même est nazifié. Mais il faut aller plus loin. Cette propagande n'est pas sortie d'un cerveau malade. D'où vient-elle alors ? Eh bien, elle vient de l'idéologie soviétique. Et j'ai apporté ici le chef-d'œuvre de Françoise Furet, Le passé d'une illusion. C'est le soviétisme d'après-guerre. Voici ce qu'il écrit. L'antifascisme, avec ce mot, tout est dit de ce qui va faire le rayonnement du communisme dans l'après-guerre. Les communistes, d'ailleurs, ne s'y sont pas trompés, qui n'ont cessé de militer sous ce drapeau de préférence à tout autre. Ils n'ont plus voulu jamais d'autres territoires politiques à leur action que cet espace à deux dimensions, ou plutôt à deux pôles, dont l'un est figuré par les fascistes, l'autre par eux-mêmes. Nous sommes dans le même espace idéologique. À deux différences près. D'abord, la propagande ne fait pas le rayonnement de Poutine, elle aggrave son isolement. Et surtout, il ne parle pas de fascisme, mais carrément de nazisme. Donc, c'est-à-dire, il va un cran plus loin. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'attendait pas au grand sursaut de l'Occident. Oui. Et moi non plus, d'ailleurs, je m'y attendais pas. Pour nous, pour beaucoup d'entre nous, c'est une surprise. Et une belle surprise. Parce qu'on pouvait penser que l'Amérique depuis Obama, avait décidé de tourner le dos à l'Europe pour s'intéresser exclusivement à la Chine. Quant à l'Union européenne elle-même, on pensait que celle-ci n'avait plus d'ennemis depuis la chute du mur de Berlin, et qu'en guise d'ennemi, elle ne cessait de pourchasser ses propres démons. Donc Poutine a réussi paradoxalement à nous unifier. Oui, parce que sinon, si vous voulez, l'ennemi de l'Europe, c'est l'ennemi intérieur, c'est-à-dire son sexisme, son racisme, son colonialisme, son post-colonialisme. Et tout d'un coup, l'Europe découvre en Poutine un véritable ennemi, et l'Union européenne et l'Occident tout entier décident de sanctions économiques très sévères, et même décide d'armer l'Ukraine jusqu'à frôler la co-belligérance. Donc, si vous voulez, donc je suis partagé entre une solidarité totale envers l'Ukraine agressée, partagé en cette solidarité également la belle surprise que constitue le sursaut européen, et en même temps un sentiment de peur devant la possible extension de cette guerre. Et il nous donc je oscille entre ces trois sentiments. Prenons le deuxième point que vous avez souligné, Alain Finkielkraut, le sursaut européen. Évidemment, on a tous envie d'y croire. Hier, Emmanuel Macron a plaidé pour plus d'Europe, mais une Europe à plusieurs vitesses, afin de créer, dit-il, une communauté politique. Il a aussi parlé des traités, et finalement aussi d'une majorité qualifiée pour le vote. Est-ce que ce n'est pas là un saut encore ou un pas vers le fédéralisme ?
multilatéralisme? Je n'ai pas de réponse à cette question. À partir du moment où on crée une Union européenne et que cette Union européenne comporte 27, 28, 29 États bientôt, etc., il faut trouver les moyens de gouverner ensemble. Sinon, évidemment, si un État décide, comme la Hongrie, de ne pas suivre les autres, l'Europe est paralysée. L'Union peut faire la faiblesse. Pour que l'Union puisse faire la force, peut-être faut-il se donner d'autres moyens. Quant à l'idée d'une communauté politique européenne, elle me semble justifiée. L'Ukraine n'a pas... si vous voulez, l'Ukraine appartient à l'Europe, et cette appartenance lui est d'autant plus chère avec ce qui lui arrive. Elle veut être protégée de la Russie, et c'est normal. D'un autre côté, l'adhésion prend beaucoup de temps, donc l'idée d'une communauté politique européenne me semble bienvenue. Je vous ramène plus singulièrement à la scène politique française. On va continuer à parler du président Emmanuel Macron et de ce nouveau quinquennat, nouveau mandat, nouveau président, nouveau peuple. Même, je suis sûre que cette formulation va vous faire beaucoup réagir. Mais tout d'abord, historique. Historique. On a beaucoup entendu ce mot, Alain Finkielkraut, répété à plusieurs reprises concernant l'accord des gauches qui a donné naissance à la nouvelle Union populaire, écologique, sociale sous la houlette de Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette alliance? Quelle France incarne cette alliance? Cette alliance, en effet, a été célébrée par la presse de gauche. Et on y a vu une résurrection du Front populaire, de l'Union de la gauche mitterrandienne ou de la gauche plurielle. Mais la référence la plus souvent citée, parce que la plus parlante, c'est la plus lointaine, c'est le Front populaire. Il y a une différence. Les unions de la gauche précédentes se faisaient sous la direction de la gauche modérée. Là, c'est Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, c'est-à-dire la gauche radicale, qui est aux manettes. Et il faut s'interroger un peu longuement sur ce qui signifie cette radicalité. Et ça, on ne l'a pas fait. La radicalité, d'abord, c'est l'anticapitalisme, c'est-à-dire on promet des mesures comme le blocage des prix, la nationalisation des banques, l'augmentation du SMIC et des salaires sans que la productivité suive. Ce sont des promesses intenables et donc c'est une radicalité un peu dangereuse et en tout cas anachronique. C'est une manière de brader le grand héritage de Pierre Mendès France et d'autres. Bien, mais il y a un aspect de cette radicalité qui est entièrement neuf. C'est-à-dire la radicalité de la France insoumise, c'est la soumission à l'islam fondamentaliste. Une soumission, une reddition sans condition. Le programme commun de cette nouvelle Union populaire, écologique et sociale, c'est l'abrogation de la loi sur le séparatisme, premièrement. Deuxièmement, Jean-Luc Mélenchon met les points sur les i avec une franchise qui lui fait honneur, puisqu'à Épinay, il a dit ceci, je n'ai pas peur de le dire, ce que vous voyez là, dans ces quartiers, c'est la nouvelle France, le nouveau peuple selon Mélenchon sans doute, celle sur laquelle nous nous appuierons pour tout changer demain. C'est très clair. Autrement dit, non seulement Jean-Luc Mélenchon croit au grand remplacement, mais il mise sur le grand remplacement pour accéder au pouvoir. Mais il n'en a jamais fait mystère. C'est la créolisation qu'il a défendue, repris évidemment du poète entier Édouard Glissant. C'est la créolisation de Jean-Luc Mélenchon. Absolument. Mais en quoi est-ce pour vous, Alain Finkielkraut, grave de parler à cette France des quartiers? En quoi est-ce que ça ferait de Jean-Luc Mélenchon un communautariste? Lui parler, c'est bien. Lui parler, c'est bien, mais pour lui mettre le marché en main, le marché de l'assimilation ou de l'intégration. Aujourd'hui, la France se désintègre. Les territoires perdus de la République sont, comme le dit Bernard Rougier, des territoires conquis par l'islamisme ou par la délinquance, et quelquefois ils sont liés, et Jean-Luc Mélenchon, loin de son offusqué, accompagne cette idéologie, antisémitisme inclus. Souvenez-vous de ce qu'il a dit au mois de juin sur France Inter. Voilà, on va nous fomenter un attentat à la veille des élections. Il y avait Mera, ça va recommencer. Nous aurons le petit personnage sorti du chapeau. Nous aurons l'événement gravissime qui va une fois de plus permettre de montrer du doigt
les musulmans et d'inventer une guerre civile. Autrement dit, Mera tue à bout portant des enfants devant une école juive, mais tout ça a pour effet ou pour finalité de... Le disqualifie pour vous, Alain Finkielkraut. Il y a des millions de Français, qui ont donné leur voix à Jean-Luc Mélenchon. Ça aurait dû le disqualifier. Mais ce n'est pas le cas. Ça aurait dû le disqualifier aux yeux de la presse dite vigilante. Mais précisément, la vigilance est le nom dont s'affuble aujourd'hui l'aveuglement volontaire. Attendez, c'est important. On ne passe rien aux candidats dits d'extrême droite, on passe tout, de Poutine au clientélisme islamique à Jean-Luc Mélenchon. Attendez, pourquoi? Ça veut dire qu'on criminalise l'extrême droite, je mets des guillemets à criminaliser, mais l'extrême gauche ou la gauche radicale ne pose pas de problème dans notre pays? Elle ne pose pas de problème, notamment quand cette radicalité, sur ces questions. Notamment quand cette radicalité devient monstrueuse. C'est une radicalité monstrueuse à laquelle nous assistons, et ma grande tristesse, c'est de voir le Parti socialiste vendre son âme au monstre pour 70 circonscriptions, dont 30 gagnables. Et je souhaite maintenant que les socialistes fidèles à leur grand héritage, choisissent de créer un autre parti. Ne choisissent pas le centre fourre-tout d'Emmanuel Macron, mais créent un parti. Oui. Vous oubliez les électeurs. Mais je pense qu'il y a des électeurs qui veulent un parti social-démocrate, anti-islamiste, républicain, et dont le socle serait la refondation de l'école. J'ai peur que ce soit un vœu pieux. Parce que la question de l'école, malheureusement, aujourd'hui, n'intéresse pas plus les socialistes que les autres. D'ailleurs, vous reprochez depuis longtemps à la gauche d'avoir abandonné ses marqueurs, la laïcité, l'école, le seul bien des pauvres, disait... La nation. Oui, exactement. Je reste juste une question. Quand vous dites la social-démocratie, mais le train est passé, il fallait saisir cette social-démocratie. On ne l'a pas fait dans notre pays. Pourquoi? Ça, je ne sais pas. C'est la malheureuse exception française. La social-démocratie gouverne dans les pays nordiques, la social-démocratie gouverne en péninsule ibérique et aussi en Allemagne. En France, elle est quasi inexistante, mais elle-même devrait réfléchir et ne pas... D'abord, la gauche modérée, nous en avons besoin, une gauche réaliste qui tienne compte des exigences de l'économie de marché, mais encore aussi une gauche républicaine, je le répète, et qui mette l'école au cœur de sa réflexion. Mais cette gauche n'est-elle pas chez Emmanuel Macron? Non. Alors, elle n'est pas chez Emmanuel Macron. Alors, je vais vous le dire. D'abord, c'est un centre un peu fourre-tout. Il faut saluer la victoire d'Emmanuel Macron, d'abord. Si vous voulez, il a obtenu un deuxième quinquennat. Est-ce que vous dites chapeau? Chapeau de ne pas être passé par la cohabitation. Mais, chapeau d'être arrivé oui, bien ainsi. sûr. Oui, François Mitterrand et Jacques Chirac ont eu besoin de se refaire une virginité par la cohabitation. Pas lui. Donc, effectivement, c'est une victoire qui mérite d'être saluée. En plus, Emmanuel Macron a des mérites aussi. Il a mieux géré le Covid, la pandémie, que ne l'aurait fait Marine Le Pen. Obsédée, qui a opposé les libertés individuelles au bien public et à l'intérêt général. On est loin du fascisme, mais on est loin aussi d'une appréciation raisonnable de notre situation. Il a fait face à la guerre en Ukraine comme il fallait. Et alors que Marine Le Pen et d'autres nous auraient sans doute fait honte dans la même circonstance. Mais premièrement, Emmanuel Macron s'est émancipé du principe de non-contradiction avec son en même temps. En même temps, il trouve que les éoliennes défigurent le paysage. Il se confie ainsi à Stéphane Bern, et il dit que c'est un marqueur d'extrême droite que de vouloir démanteler les éoliennes. Donc, vous voyez, on se dit, mais maintenant, où va-t-il? Alain Finkielkraut, mandat nouveau, président nouveau, comme il l'a dit lors de sa réinvestiture, et peuple nouveau. Que vous a inspiré cette formulation? Ça m'a fait très peur, et je pense que sur des questions, justement, je note l'insuffisance de Macron sur deux questions essentielles. La question migratoire. C'est peut-être ça le nouveau poche, j'en sais rien. Mais je l'ai dit, l'intégration échoue, la France se désintègre.
pour que l'intégration ait encore des chances de réussir, il faut évidemment maîtriser, faire échec à la submersion migratoire. Et puis, il y a, j'y reviens, car c'est très important, la question de l'école. L'école est un grand corps malade, et même un grand corps agonisant. Mais est-ce qu'il n'en parle pas quand il parle d'avenir? Je fais le serment de léguer, alors là il parle aussi d'écologie, une planète plus vivable et une France plus vivante, dit-il. Il parle d'une école du futur, Emmanuel Macron, et c'est ça qui vous inquiète. Mais enfin, c'est un gadget absurde. Mais pourquoi? On n'a pas besoin d'une école du futur, on a besoin d'une école ancrée dans la grande tradition de la transmission. La communication a succédé à la transmission. On donne aux élèves la parole avant de leur donner la langue. Le résultat, c'est que les Français, dans leur majorité, ne parlent plus français. La langue, dit Robert Redeker, ne répond plus à l'appel de son nom. Et on le voit du haut en bas de l'échelle sociale. Syntaxe effondrée, vocabulaire rabougri, invasion du globish et des ministres même. Je n'ose vous dire ce matin que le wokisme est entré dans le Larousse, parce que là... par exemple, voilà. Non, mais c'est-à-dire, il y a des ministres qui s'interrogent, ou des experts surdiplômés qui s'interrogent sur comment sortir de la crise. Voilà, nous en sommes là. Et pourquoi? Pas par mauvaise volonté, à coup de réformes qui étaient inspirées par une idée de l'égalité devenue folle. C'est ça le problème, c'est-à-dire que on met les élèves plus faibles dans les classes plus avancées et ensuite on baisse les exigences pour se régler sur leur capacité. Le niveau s'effondre et puis surtout, on considère que l'ennemi juré, c'est la sélection. La sélection a été inventée par les Républicains pour mettre fin à la cooptation. La sélection est un grand instrument démocratique. Et le sursaut, c'est la transmission. Le sursaut, c'est la transmission. Et c'est aussi, si vous voulez, une certaine sélection plutôt que la discrimination positive. Il faut l'égalité des chances et non la diversité à tous les étages. C'est important, là, Finkielkraut. Là, on est... Merci, je remercie Dimitri. C'est fini? Écoutez, vous pouvez rester avec Dimitri si vous le souhaitez. Mais c'est très intéressant sur la gauche. Vous revenez très vite à la Finkielkraut. Voilà, vous pouvez dire tout ça sur la gauche parce que vous en êtes revenu de la gauche. Voilà. Non. Parce que c'est parce que la gauche m'a quitté et je ne supporte pas cet abandon. Merci à vous, bonne journée. C'est toujours terrible qui a quitté l'autre. Vous avez parlé brièvement de l'Europe. L'union peut faire la faiblesse, avez-vous dit Alain Finkielkraut. Et bien précisément, quelle vision de l'Europe a porté Emmanuel Macron hier à Strasbourg? Décryptage dans un instant de Mathieu Bock-Côté, 8h31.